RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Eh bien oui, il est 9h10 et c'est le débat du jour. Chaque jour, on passe en revue 3 sujets de l'actualité pour faire débattre deux bretteurs. Et ce matin, Louis Dauphren, qu'y a-t-il au programme ? Eh bien écoutez, on va s'intéresser aux cardinaux, 21 nouveaux cardinaux. On va commencer par ça, tenez, avec Olivier Durand-Mille et Philippe Clanchet. Les nouveaux visages de l'Église, en tout cas, le pape François a convoqué 10 consistoires depuis 2013 et il a créé 163 cardinaux. C'est quand même considérable. On va essayer d'analyser ça. Philippe Clanchet connaît bien le sujet, Olivier Durand-Mille aussi, avec lequel on partagera aussi des réflexions sur la politique, avec la motion de censure, puisqu'elle a été refusée, mais c'est quand même une étape importante pour le gouvernement Barnier, dont on peut dire qu'il franchit un premier obstacle, même si ce refus était prévisible. Et puis également au magasin, qu'est-ce que je peux vous servir ? Écoutez, le Nobel sur l'intelligence artificielle, on en dira un mot en fin d'émission. Qu'est-ce que ça veut dire de donner le prix Nobel de physique à 2 lauréats qui ont travaillé sur l'IA, l'intelligence artificielle, les algorithmes. Cela dit quelque chose de l'évolution de notre temps. Eh bien, on en parle tout au long de cette heure passée ensemble avec Philippe Clanchet. Bonjour. Bonjour. Journaliste, vous collaborez notamment à Réforme et Témoignages chrétiens. Et Olivier Durand-Mille, bonjour. Bonjour. Ancien journaliste politique au Figaro, vous signez alors sous la plume d'Olivier Pognon. Merci d'être avec nous ce matin. À tout moment, vous pouvez réagir par mail direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Dès à présent, réagissez. Est-ce que vous pensez que le pape François crée trop de cardinaux ? Ça peut être une question. Vous réagissez par mail direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Et donc les cardinaux, je ne voyais pas la lumière s'allumer. Il n'y a pas de lumière rouge ce matin, c'est depuis 6h30. Le rouge, j'aurais dû venir avec mon petit bonnet de cardinal. Voilà ce que j'aurais dû faire. Exactement, voyez-vous, après des années de métier, on se dit, on se prend à rêver, pourquoi pas moi ? Mais de fait, après tout, le pape François a le droit de nommer qui il souhaite nommer. Et ça, c'est important. On va voir si ces 21 nouveaux cardinaux disent quelque chose de l'avenir de l'Église ou de la manière dont le pape François envisage surtout l'après-pontificat François. C'est ça qui compte. Donc, c'est un peu la physionomie, c'est ce que font un peu les journalistes spécialisés. Mais que ce soit d'ailleurs de l'Église, dont Philippe Clanchet est spécialiste, ou de la politique, ce qui est le cas avec Olivier Durand-Mille, on regarde quand même les forces en place, la manière dont les choses s'imbriquent dans les partis politiques, dans les institutions. Et là, l'Église est auscultée comme n'importe quel autre organisme humain. Philippe Clanchet, ces 21 nouveaux cardinaux, vous les avez regardés. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà comme première appréciation générale ? Alors peut-être la première chose, ça a été un petit peu une surprise parce qu'on dit que ce pape, il est débordé entre tous ses voyages, sa longue tournée en Asie, son petit passage en Belgique et au Luxembourg, le synode. Et qui fait encore beaucoup parler de lui, la Belgique et le Luxembourg, surtout la Belgique. Il a encore trouvé le temps de nous donner une nouvelle liste. Alors c'est à peu près tous les ans ou tous les 2 ans à pareille époque, puisque généralement les consistoires se réunissent au moment du mois de décembre. Le pape, ça fait partie de son boulot. Un président de la République, son boulot, c'est de nommer un Premier ministre et un gouvernement. Un pape, son boulot, c'est d'avoir un sacré collège à peu près en état le jour où il faudra lui trouver un successeur. Alors, on dit qu'il a nommé beaucoup et qu'effectivement, il a dépassé actuellement la liste, qui était la liste pivot, qu'on doit avoir autour de 120 cardinaux électeurs au moment d'un consistoire. Mais il faut savoir que si on est regarde... en 141 là. Oui, au moment d'un conclave. Au moment d'un conclave. Voilà. Mais dans un an, j'ai regardé, dans un an, il y en aura 15 de moins, puisqu'il y en a beaucoup qui sont nés en 1944 et 1945. Donc, ils préparent déjà que l'année prochaine, où on ne sait pas quand le temps sera venu, Dieu seul le sait, on retournera autour du chiffre pivot de 120. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Il n'a pas trop nommé de gens. Après, les grandes questions qu'on se pose... Mais alors, juste une question, Philippe. Est-ce que le pape est limité dans le nombre de cardinaux qu'il peut nommer ? Non, a priori, il y a simplement des usages, des habitudes. Après, la question, c'est un outil de gouvernement, c'est aussi un outil de politique, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il nomme ses cardinaux ? D'abord, il doit effectivement remplir ce nombre-là. Ça doit dire quelque chose de l'Église mondiale. À une époque, il était question d'avoir essentiellement des Européens, et au sein de ces Européens, une grande majorité d'Italiens. Le fonctionnement était comme ça. Aujourd'hui, c'est effectivement mondial. Donc, on le regarde un petit peu les différents territoires qui sont honorés. Donc là, on a remarqué que l'Asie était particulièrement bien servie, mais le pape s'intéresse à l'Asie, mais on pourrait dire que la géopolitique internationale s'intéresse énormément à l'Asie par rapport à d'autres continents, et que l'Afrique
L'Afrique, par exemple, est moins servie. On a a priori que 2 cardinaux originaires d'Afrique, donc l'archevêque d'Abidjan, et puis Monseigneur Vesco, qu'on connaît bien ici parce qu'il est lyonnais, et l'archevêque d'Alger. Par contre, d'Asie, il y a plus de figures. Alors, vu de France, ça peut être décevant parce que nous avons ce tropisme d'amitié avec le continent africain, mais peut-être que, au regard de Rome, c'est un continent comme un autre, et peut-être que là, peut-être qu'il n'y a pas vu une nécessité de renforcer particulièrement l'Église d'Afrique en ce moment. Mais bon, il y a eu d'autres consistoires avant, il y en aura d'autres après, et ça va bouger. Il ne faut pas non plus en voir surinterpréter cette question-là. Alors, Olivier Durand-Mille, une première appréciation générale aussi. Oui, alors d'abord, effectivement, le pape a nommé beaucoup de cardinaux, il dépasse le chiffre actuel. Bon, et mon confrère a dit qu'en effet, l'année prochaine, on serait à peu près revenu au nombre de 120, peut-être 125. Bon, ça c'est... Cardinaux électeurs. Cardinaux électeurs. Bon. Malgré tout, l'impression générale, c'est qu'il cherche à faire en sorte que le prochain Sacré Collège qui élira son successeur ne puisse pas élire un autre pape que celui qui serait dans sa ligne. Tout à l'heure, vous parliez des cardinaux africains. Il n'a pas nommé beaucoup de cardinaux africains. Il a nommé qu'un seul Français. Et ce Français, on sait lequel c'est le cardinal l'archevêque d'Alger, qui a dit qui a maintenant la nationalité algérienne. Qui a maintenant la nationalité algérienne, et qui a dit quand au moment de sa prise de fonction, que l'erreur est de croire que nous devons évangéliser. Donc, il y a de quoi inquiéter les gens dans l'Église catholique qui ne sont pas sur ce point de vue, qui croient que les cardinaux doivent évangéliser. Bon. C'est une phrase, c'est un verbatim de Monseigneur Jean-Paul Vesco. Oui, c'est ce que vous dites, Olivier Pognon. Alors là, je me réfère à... Non, alors je voudrais la phrase exacte. Ah oui, quand même. Il faut nous défaire de l'idée que nous devons évangéliser. Oui, alors c'est peut-être dans le contexte algérien. Ah où oui, effectivement, quand on est en Algérie, l'idée d'évangéliser en Algérie n'est pas tout à fait acceptée par la société et le gouvernement algérien. Oui, je crois qu'il faut voir le contexte. Oui, il disait ça aussi dans le contexte par rapport à l'islam, qui est une religion extrêmement majoritaire en Algérie, et il se référait notamment à un des textes de Vatican II qui souligne qu'il peut y avoir dans d'autres religions des parts de vérité. Oui, on est d'accord, mais enfin, malgré tout, l'Église catholique est là pour faire ce que nous demandait Jésus-Christ, aller enseigner toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est celle de Jésus-Christ, c'est celle de l'Évangile, c'est pas celle de l'islam, quoique il y ait dans l'islam toutes sortes de gens tout à fait louables, même des grands spirituels, notamment chez les soufistes. Tout ça est connu, mais n'empêche que quand on est catholique, quand on est cardinal, on doit essayer de faire partager notre foi. C'est même un acte de charité, de faire partager notre foi à tous les hommes, même ceux qui ont d'autres religions. Alors, on est d'accord sur la grande difficulté qu'il y a avec l'islam. Ça, je ne conteste pas là-dessus. Hein. Bon, donc ça veut dire, Olivier, si on vous suit, vous estimez que, alors j'essaie de résumer, il prévoit sa succession pour que la personne qui arrivera après, le pape qui arrivera après, soit dans la ligne du pape François. Voilà. Et 2, vous estimez que ces profils sont des profils qui sont en retrait par rapport à l'exigence d'évangélisation, si je vous suis un peu. Oui. Même si on ne va pas confondre tout le monde. Et puis Philippe va pouvoir aussi apporter sa contribution. Oui. On peut citer aussi le père Radcliffe, théologien anglais, Timothy Radcliffe, qui milite pour le mariage homosexuel et l'acceptation de l'homosexualité, même dans le clergé. Et on sait que ça, c'est encore un sujet au moins polémique à l'intérieur de l'Église, pour le moins, et qui peut heurter énormément de catholiques. Pourquoi dites-vous que Timothy Radcliffe... il paraît qu'il a, je dis ça, il a pris position. Il aborde ces sujets assez librement, avec la liberté qu'ont souvent les religieux, puisque le père Radcliffe est dominicain, que c'est un grand prêcheur depuis des années. Enfin, ça fait partie de ces maître de l'ordre d'ailleurs. Oui, ces grandes figures un peu libres. Et je crois que le pape aime bien ce genre de personnage qu'on peut effectivement, Olivier a raison, qu'on peut qualifier un petit peu borderline sur certains points. Mais il a toujours dit qu'il était fidèle
à la doctrine. Je veux dire, c'est pas non plus un rebelle. Hein. Simplement, il dit il y a ces sujets, il faut les aborder. Et en le nommant avec d'autres figures beaucoup plus classiques, beaucoup plus alignées, peut-être que le pape veut nous montrer une certaine diversité des figures d'Église. C'est pas la même chose quand on est un prédicateur qui va dans le monde entier, qui représente l'ordre dominicain et que le pape a choisi pour être le prédicateur des retraites préparatoires des deux synodes, celui de l'an dernier et celui que nous vivons actuellement, ce qui n'est quand même pas rien comme choix. C'est pas la même chose qu'un archevêque métropolitain qui doit s'adresser à son peuple et qui ne va pas s'adresser de la même manière quand il est en terre traditionnellement catholique que quand il est en terre de minorité, c'est vrai. Et alors, Monseigneur Vesco à Alger, de même que l'autre figure qui a été remarquée parmi les nommés, c'est l'archevêque de Téhéran, dont on ne connaît pas grand-chose. C'est un Belge, mais voilà, quand on est archevêque à Téhéran, qu'on s'occupe d'une toute petite communauté et qu'on est une personnalité en lien nécessairement avec les autorités locales... Monseigneur Dominique Mathieu. Voilà, on se comporte différemment. Donc c'est ça aussi, c'est cette diversité. Un collège des cardinaux ne doit pas être uniforme, ne doit pas travailler de la même manière, penser pareil, selon l'endroit où il est, selon sa tradition religieuse. Il y a un autre aspect intéressant, c'est que effectivement le pape modèle le Sacré Collège avec ses idées. Donc les points forts que veut développer le pape, l'attention aux migrants, c'est présent à travers la nomination du père Baggio, qui est le sous-secrétaire du dicaster pour le service du développement humain intégral, qui est le spécialiste migrant de l'Église. Voilà, il a mis aussi un évêque italien qui est un théoricien de la synodalité. Il a nommé le plus jeune des cardinaux, qui est un Ukrainien, donc de l'Église ukrainienne, qui est actuellement responsable de la communauté des Ukrainiens en Australie. Voilà. Donc il veut aussi donner les points forts de son pontificat. Ils sont présents à travers cette liste. Et là aussi, mais ça Philippe, veut dire des choses. Pour aller justement sur les questions abrasives que Olivier Durand-Mille a soulevées dès le départ, est-ce qu'on peut dire avec Monseigneur Jean-Paul Vesco et Monseigneur Timothy Radcliffe que le pape assoit une position qui est singulière par rapport à la tradition catholique à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Est-ce que c'est une innovation de rupture ou de continuité, Philippe Clanchet? Non, je pense qu'il y a toujours eu des figures un petit peu originales. D'abord, on prend quelques figures. Hein. Ça veut dire que ces gens-là n'ont aucun poids politique à l'intérieur. C'est pas eux qui feront la décision. Je crois que c'est vraiment une histoire de diversité, de penser l'Église dans sa diversité. Et la diversité, elle n'est pas que géographique. C'est pas en nommant des évêques qui viennent du bout du monde, de terres que personne ne connaît. Je pense il y a 3 cardinaux indonésiens, ça paraît très très loin, mais c'est une réalité du développement de l'Église. Et l'Église, elle est plurielle, elle a des voix plurielles, elle a des voix extrêmement classiques, elle a des voix plus originales. Je pense que c'est une richesse de rendre hommage à cette diversité. Olivier Durand-Mille. Oui, je veux bien admettre que l'Église soit plurielle, mais je crois surtout qu'il y a une ligne qui est la même, qui doit être la même depuis les apôtres, et que sur l'essentiel, on ne doit pas beaucoup bouger. Or, pour revenir tout à l'heure sur la déclaration de Monseigneur Vesco disant qu'il faut nous devons nous faire de l'idée que nous devons évangéliser, et il faut les rapprocher des confidences qu'a faites le pape devant 150 jésuites belges et luxembourgeois et hollandais à Bruxelles lors de son voyage. C'est-à-dire ? C'était des propos confidentiels mais rapportés par Civiltà Catholica. Interrogé sur la crise des vocations, il ne semble pas trouver cela très important. La communauté est plus importante que les prêtres, dit-il. Au Pérou, les religieuses ont pour mission d'aller là où il n'y a pas de prêtres. Elles font tout. Elles prêchent, elles baptisent. Oui, mais que je sache, elles ne font pas l'Eucharistie. Ça n'a pas l'air d'étonner le souverain pontife. Il s'élève contre le cléricalisme. Là où il y a du cléricalisme, il n'y a pas de service. Donc, vraiment, sur certains sujets, le pape, pour le moins, peut heurter beaucoup de sensibilités catholiques. Donc ça, c'est sourcé, c'est avéré. Philippe, vous ne contestez pas cette... Vous étiez au courant de ça? Non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne le suis pas, mais je fais confiance au professionnalisme d'Olivier. Le pape, quand il va en Belgique, il s'adresse à une société extrêmement sécularisée, dans laquelle l'Église doit un petit peu négocier, est en tension avec la société. On l'a vu à travers l'exemple de l'Université catholique de Louvain, qui essaie de gérer comme elle peut le C de catholique dans son terme et tout ça. Voilà, c'est une réalité. Mais quand le pape il s'adresse à ces gens-là, il
il veut être entendu. Et s'il tient le discours qu'il n'y a qu'une chose, c'est l'évangélisation, et qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est les vocations religieuses, personne ne va l'écouter. Et il va passer à côté de la relation qu'un leader spirituel peut avoir avec le peuple auquel il s'adresse. Donc, à côté de ça, on est un petit peu perdu quand même, Olivier Durand, parce que là, vous soulignez des points intéressants et qui sont tout à fait fondamentaux. L'évangélisation, le fait de ne plus vouloir évangéliser, etc., qu'on peut interpréter de diverses manières, et on se gardera ici d'avoir une interprétation ultime. Mais quand il est allé en Belgique avec le roi Baudouin, dont il a ouvert le procès en béatification, et ce qu'il a dit sur l'avortement, ce qu'il a dit sur le rôle des femmes, la place des femmes, c'est à l'inverse du mouvement que vous avez décrit à l'instant. C'est ce que j'allais vous dire, je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc on ne comprend plus. Ou alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je suis entièrement d'accord avec vous sur les sujets, ce qu'il appelle le respect de la vie, que ce soit à la naissance ou à la mort. Il est absolument irréprochable, il est intransigeant. Mais la place des femmes aussi. Sur la place des femmes aussi. Et alors, quant au roi Baudouin, vous savez que c'était un homme absolument admirable. Et moi, je suis absolument... j'applaudis des deux mains son idée de faire béatifier le roi Baudouin. Vous savez que le roi Baudouin allait discrètement... Et il avait abdiqué, naturellement, comme on sait, pour ne pas avoir à signer la loi sur l'avortement, mais il allait... c'était un homme qui se consacrait en toute discrétion à tenter de sortir les prostituées de leurs conditions. Vous savez, il allait la nuit rendre visite pour essayer de les tirer de là. C'est vraiment... il mérite ce que le pape... Donc le pape, alors je ne sais pas s'il faut opposer les deux positions. Qu'est-ce que vous en dites, Philippe Plancher? C'est un signe de plus que ce pape a des côtés difficiles à lire et parfois imprévisibles. Sur l'histoire du roi Baudouin, il faut savoir que concrètement, cette annonce qu'on peut comprendre, la vie du roi Baudouin, on la connaît, elle a été racontée, elle a des côtés admirables en tant que chrétien, sauf que cette décision-là, par exemple, il ne l'a absolument pas coordonnée avec l'épiscopat belge, et il met l'épiscopat belge en grande difficulté par rapport à ses relations avec les autorités et avec la société belge. Oui, donc il faut à la fois faire attention, affirmer ses convictions, et sans doute une chose qui est de la responsabilité d'un leader spirituel, mais faire attention à la réception de ses idées à l'endroit où on va. S'il va dire ça en Afrique, par exemple, ce genre de discours en Afrique va consonner avec l'épiscopat, avec tout le monde, et ça passera, je dirais, sans souci. En Belgique, c'est compliqué. Aujourd'hui, les évêques disent, ce qu'a dit le pape, ça nous met en difficulté, ça nous aide pas pour trouver notre place. Mais vous estimez qu'il a été provocateur, qu'il l'a fait volontairement? Comment l'interprétez-vous? C'est tellement compliqué. Je pense que c'est un pape parmi ses charmes. Il parle tout seul. Souvent, il n'écoute pas ses conseillers. Et souvent, il a des intuitions. Alors, on peut dire que c'est admirable ou que c'est périlleux. C'est à la fois admirable d'un point de vue prophétique. C'est ennuyeux quand on est un responsable politique et quand on porte toute une église derrière soi. Là, sur ce coup du roi Baudouin, on peut considérer que d'un point de vue pastoral, de stratégie pastorale, quand on s'adresse à une communauté, eh bien, c'est un petit peu délicat. Et c'est toujours comme ça, à cet angle-là, qu'il faut lire les décisions du pape. Merci beaucoup. Philippe Plancher, Olivier Durand-Mille. Le débat du jour continue. Après les informations, on parlera, Louis Dauphren. Motion de censure. Motion de censure à suivre avec Michel Barnier, qui a donc résisté hier soir à cette motion de censure. Nous sommes donc avec Philippe Plancher, journaliste, collaborateur à Réforme et Témoignage Chrétien. Olivier Durand-Mille, ancien journaliste politique au Figaro. Vous pouvez continuer à réagir direct @rcf.fr, direct @radio-notre-dame.com. Une courte page de publicité, puis ce sera les informations avec Cécile Mérieux. 9h30, la suite du débat du jour, et on va évoquer Michel Barnier qui a failli être en difficulté à l'Assemblée nationale. Oui, la Kazakh Michel Barnier, qui chevauchait son étalon gouvernemental, a donc franchi le premier obstacle. Bon, il était un petit peu mince cet obstacle, c'est assez prévisible, mais il convient d'en parler dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, parce qu'on entre dans le dur demain avec l'examen du budget et la chose sera sans doute différente. Alors comment interpréter cette motion de censure? Est-ce que c'était pour dire un petit peu se compter entre opposants et soutien au gouvernement? Même si du côté du RN, on a dit qu'on brûlait d'impatience, je cite Guillaume Bigot, on brûlait d'impatience de voter la censure, mais de la voter sur des actes et pas sur donc une censure de fait, si on peut dire, une censure a priori. Philippe Plancher, Olivier Durand-Mille. Olivier. Oui, quand Guillaume Bigot a dit qu'il brûlait d'impatience de voter une motion de censure quand il aura une occasion sérieuse, enfin sur des sujets qui les heurteront,
je ne suis pas sûr qu'il ait dit la vérité, parce que il est peu probable que Marine Le Pen ait rapidement envie de faire tomber le gouvernement. Elle n'est pas tout à fait prête pour se présenter à l'élection présidentielle. Si le gouvernement tombait, on voit très bien ce que Macron... Il pourrait peut-être essayer de faire semblant d'essayer de nommer un gouvernement de gauche qui tomberait immédiatement et il finirait par probablement être obligé de démissionner. Par conséquent, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tellement intérêt à hâter une censure, la chute du gouvernement. Voilà. Bon, alors, pour ce qui est de la motion de censure, elle a obtenu à peu près le même nombre de voix. Vous savez que le candidat communiste, au moment de l'élection au Perchoir, le mois dernier, c'était pas une surprise, tout le monde le savait, et c'est ça qui allait se produire. Et ça prouve que tous les racontards de la gauche pour dire que c'est eux qui ont gagné les élections, que ce que disait Faure hier, que Barnier ne devrait jamais être là comme Premier ministre, etc. Tout ça n'a aucun sens. Barnier a répondu tout simplement que personne n'avait gagné les élections, effectivement, qu'il était bien conscient de ne pas avoir de majorité absolue, mais il a fait remarquer, ce que tout le monde voit bien, qu'il a une majorité relative et que cette majorité relative est plutôt plus relative que les autres, puisque au total, il peut compter peut-être sur le soutien, grosso modo, de 230 députés, ce qui est évidemment insuffisant pour faire voter quoi que ce soit. Mais c'est plus que ceux qui veulent le faire tomber. C'est plus que ceux qui veulent le faire tomber, voilà. Alors, naturellement, les arguments sont revenus toujours les mêmes. Vous avez été élu grâce aux voix de la gauche. Et maintenant, c'est ce qu'a dit Bigot, d'ailleurs, et maintenant, la gauche vous censure, tout ça n'a aucun sens. Bon, il y a eu beaucoup d'agressions, évidemment, du côté de la gauche, du côté des élus de l'UDR, maintenant, les amis de Ciotti, et puis du côté, naturellement, de le Rassemblement national, mais c'était surtout des mots, à mon avis. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après, lorsque Michel Barnier a rendu visite aux députés macronistes. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant ? Ce qui avait d'intéressant, c'est que... La réunion a commencé sur un ton tout à fait cordial. Et puis, elle a dérivé à un moment lorsque une députée macroniste lui a reproché de ne pas être venue plus souvent. Et alors là, le ton est monté. Il lui a dit « Mais je viens quand vous m'invitez ». Et puis après, il y en a eu d'autres qui lui ont fait des suggestions en matière, naturellement, de réduction des dépenses de l'État, et qui était une critique complète de ce que lui proposait, à quoi Macron a répondu très fermement que s'ils ont des propositions à faire en matière de réduction, qu'ils les lui fassent et qu'il serait pas prêt à écouter. Le ton a été très ferme, et si ferme que à la sortie, ce sont les députés macronistes qui ont été étonnés du ton de Barnier. Et c'est intéressant parce qu'on voit que Barnier, à qui on a un peu reproché au début de vouloir satisfaire tout le monde, d'essayer de concilier tous les bords de sa majorité, en fait, il s'affirme. Et de faire un peu tout et son contraire, il s'affirme. Il prend confiance en lui, parce qu'il sait qu'en réalité, ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas l'empêcher de... Philippe Clanchet, c'est intéressant ce que dit Olivier Durand-Mille. Est-ce qu'il est en train, Michel Barnier, de mater l'Assemblée, en fait ? C'est encore trop tôt de dire ça. Pour l'instant, il n'a rien gagné. Parce que s'il est vrai que l'opposition actuellement, les oppositions, mais comment définir les oppositions dans un gouvernement quand il n'y a pas de majorité ? Enfin, c'est tous les mots, toutes les grilles d'analyse qu'on a habituellement pour décrire la situation politique ne passent pas. Donc c'est difficile. Effectivement, la gauche a dit qu'elle ferait cette motion de censure, elle le fait. Il faut qu'elle existe. Elle a existé par la parole. Elle pose ce geste-là. Elle savait que ça ne marcherait pas. C'est pareil pour la procédure de destitution. Tout le monde savait que ça ne marcherait pas, mais il faut exister. Bon, c'est le jeu politique. Mais personne ne le soutient vraiment, ce gouvernement, si on réfléchit. Oui, mais par défaut, c'est ce que LR... Oui, mais peut-être, c'est pas parce que... Non, ça suffit pas. On ne peut pas faire un gouvernement. C'est pas parce que les gens... Ça suffit pour ne pas tomber. Les gens d'en face ne sont pas assez armés pour vous faire tomber. Mais c'est pas pour ça que vous êtes aimé par les gens
qui hésitent à vous faire tomber. Mais est-ce qu'on demande à un gouvernement d'être aimé ? Un petit peu, parce que la vraie question, c'est que ce budget, il va falloir le faire passer. On se souvient quand même que c'est à cause de ce budget impossible et improbable que Macron a dissous l'Assemblée nationale en juin. Beaucoup de spécialistes politiques pensaient qu'on allait passer l'été tranquille, qu'il allait y avoir les Jeux Olympiques, tout ça, et qu'effectivement, à la rentrée, il y aurait un non-possumus, et que là, à ce moment-là, le président ferait quelque chose. Il a décidé d'anticiper. Donc le bazar, au lieu qu'il arrive au mois de septembre, il est arrivé au mois de juin, ce qui fait qu'entre-temps, la France a perdu 3 mois et que toutes les décisions qui auraient dû être prises n'ont pas été prises au détriment de beaucoup de secteurs d'activité. Non, aujourd'hui, personne, aucun parti ne dit « je soutiens vraiment la politique telle qu'elle a été présentée ». Quand on dit qu'on censure a priori, non, c'est pas une censure a priori, puisqu'il y a eu le discours de politique générale. Donc les grandes intentions du gouvernement, elles sont là. Après, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il n'a pas dit grand-chose. Il n'a pas voulu s'avancer trop, comme on fait toujours dans ce genre de discours. Donc effectivement, on en saura plus dans 2 jours avec le premier projet de budget. Mais j'ai l'impression que ce soit LR, les macronistes qui sont très vexés parce qu'on leur dit qu'ils ont mal géré le pays pendant des années, et il y en a certains qui ne le supportent pas, ou très mal. Donc ils sont très vexés, du coup ils disent « nous, on ne veut pas supporter ce gouvernement ». Les LR... ils ne sont pas encore tout à fait convaincus que c'est une bonne idée. Et le Rassemblement national a dit, de toute façon, nous, on a le pouvoir d'appuyer sur le bouton et de vous faire sauter. Mais avec les réserves d'Olivier qui sont justes. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est que personne n'est pour ce gouvernement, mais en dehors de la gauche qui n'en a pas les moyens, le camp de droite ou de centre-droit n'a pas un intérêt terrible. Donc on va se retrouver avec une situation d'indécision qui est pas très bonne, dont le responsable ultime, ça reste quand même le président. Parce que dire je dissous, je vous laisse vous débrouiller et moi je m'occupe de politique étrangère et d'essayer de sauver le monde avec le succès qu'on voit quand on voit comment ces propositions de paix ici et ailleurs sont repoussées. Donc voilà, donc le responsable ultime, on en revient toujours au président Macron. Alors, alors Olivier. Oui, alors on est d'accord. Et après, je voudrais dire un mot des collectivités locales auxquelles on demande un effort. Oui, alors quand vous dites qu'il n'est pas aimé, on est d'accord, surtout pas dans le camp effectivement macroniste. Et pour les raisons que vous avez dites, il leur fait remarquer qu'ils ont très mal géré, etc. Mais la question n'est pas de savoir s'il est aimé par le personnel politique. La question est de savoir s'il est apprécié par le peuple français. Or, moi je crois que tout ce qu'il fait en ce moment manifeste une différence fondamentale entre les politiciens qui font carrière depuis 20, 30, 40 ans en France, et ce monsieur, cet homme... Il y a une Barnier-attitude. Qui fait carrière depuis 50 ans. Qui vient de province et qui n'a pas d'autre ambition que d'essayer de redresser si peu que ce soit la situation de la France pour le moment. Son attitude vous paraît aujourd'hui correspondre au contexte, aux attentes des gens? Je crois que ça correspond aux attentes des gens. Je crois qu'en effet, il va trouver dans l'opinion publique un soutien et que ça va lui donner une force pour surmonter justement toutes les c'est dans l'adversité aussi qu'on se construit et donc elle peut être favorable, cette adversité, Philippe Clanchet. Alors, pour l'instant, effectivement, si on fait appel à la population, on ne sait pas encore parce qu'il n'a pas encore défini, effectivement, et on ne sait pas quelles seront les conséquences pour la vie quotidienne des Français, des mesures qu'il va prendre en termes budgétaires. Donc on a vu l'histoire de l'aide à l'électricité qui serait supprimée, sans doute les finances publiques sont ce qu'elles sont. De toute façon, le peuple sait qu'il va falloir à un moment, voilà, de là à dire qu'il est apprécié et que le fait qu'il soit rassurant, moi c'est pas parce que c'est un bel homme qu'il a une tête d'aristocrate anglais des années 70 et tout ça, je sais pas si c'est ce qui rassure le plus et si la population fait une grande différence avec la génération des jeunes macroniens qu'on a eu pendant 10 ans, c'est pas évident. Je crois que si, mais enfin en tout cas, effectivement, il va prendre des mesures qui ne seront pas populaires, hein, ça c'est sûr. Les réductions, on va être obligé de faire des économies dans tous les domaines et ça ne sera pas populaire. Mais il l'a dit, il assume de ne pas être populaire. Mais il y a deux façons de ne pas être populaire. Il y a celui qui n'est pas populaire parce qu'il prend des mesures extrêmement difficiles à supporter par la population, ça sera peut-être son cas. Et puis il y a celui qui n'est pas populaire parce qu'il n'est pas aimé, parce que le courant ne passe pas avec le peuple, parce qu'il est maladroit, parce qu'il ne sait pas parler aux Français. Et ça, c'est l'impopularité de Macron, à mon avis.
Alors, deux formes d'impopularité, mais on va voir évidemment, les choses vont évoluer d'heure en heure, puisque demain, vous savez que le budget commencera à être étudié. Un effort considérable pour les collectivités locales, 5 milliards d'euros, en se concentrant sur 450 d'entre elles. Certaines ont fait valoir que j'en entendais sur d'autres médias qui étaient mécontentes à l'idée de l'effort qu'on leur demande alors qu'elles estiment être déjà réduites à des moyens difficiles qui rendent leur fonctionnement difficile. Les collectivités devront réaliser 12,5% de l'effort d'économie de dépenses l'an prochain alors qu'elles représentent 20% de la dépense publique. Est-ce que ça va se jouer aussi sur ce terrain des collectivités? Philippe Clanchet, Olivier Durand-Mille. Je pense que les questions vont se poser sur le millefeuille administratif. Hein. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Il va falloir à un moment essayer de commencer à réduire. 20 ans qu'on n'arrive pas à trouver les solutions. François Hollande, Nicolas Sarkozy, même Emmanuel Macron s'y sont essayés. Et qu'on rajoute. Moi, sur le terrain, c'est vrai que c'est compliqué. On a créé les communautés d'agglomération qui prennent de plus en plus de place dans le monde rural, qui gèrent de plus en plus de dossiers importants. Mais pour autant, il y a toujours des mairies et tout ça. Donc, effectivement, il va falloir trouver une solution. C'est qu'il n'y a pas d'économie à la clé. Pour l'instant, c'est très très difficile parce que des économies, ça veut dire supprimer des postes. Voilà, et c'est vrai que localement, il y a eu un petit peu tendance à augmenter le nombre de postes. Et voilà. Et alors après, le problème, c'est effectivement l'imposition locale qui va nécessairement monter. Et c'est vrai que l'impôt, c'est de toute façon par définition impopulaire et après si l'État dit nous on n'augmente pas les impôts, par contre vous allez les payer au niveau local, pour les gens ça sera la même chose, donc il faut faire attention à ne pas se renvoyer le bébé. Oui, de toute façon, effectivement, il y a certainement des économies à faire très importantes sur le millefeuille administratif, comme vous le disiez, mais ça suppose la suppression de certains échelons. Ça, c'est quelque chose qu'il est impossible. Lesquels par exemple, supprimer les grandes régions faites par Hollande, rétablir les régions antérieures et supprimer l'échelon départemental, en faire un simple échelon administratif, par exemple. Bon. Faire une sorte de canton suisse un peu. Voilà, exactement. Et ça suppose, il faut avoir un courage politique phénoménal pour faire ça. Pour ça, c'est absolument impossible à faire dans les conditions actuelles. Il faudrait avoir avoir une élection présidentielle et élire un président de la République qui soit capable de demander au peuple par référendum des réformes aussi considérables, mais dans tous les domaines. Il faudrait aussi que ce président de la République demande des réformes au point de vue judiciaire, pour corriger la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas la justice qui a le budget le plus gourmand. Toutes sortes de choses. Oui, non, mais toutes sortes de choses qui demandent un choc d'autorité au sommet de l'État, qu'il est évidemment impossible d'obtenir actuellement, bien sûr. Philippe Clanchet. La question, c'est que les élus sont contre. Hein. On peut penser à l'institution du Sénat, par exemple, qui représente les élus locaux, et aller demander aux sénateurs d'être favorables à une suppression du département, ça va être très compliqué. Bon, ceci dit, il y a un moment, il va falloir prendre des décisions peut-être davantage au service de la population qu'au service de la haute fonction publique. Enfin, je ne sais pas. Il va falloir réfléchir et se poser cette question sérieusement, mais on a l'impression que c'est un serpent de mer et qu'à ça, on peut pas toucher. Un des points que j'ai entendu aussi dans le discours des Républicains, quand ils regardent un petit peu la façon dont le gouvernement travaille, c'est de jamais toucher aux retraités. Voilà, ça aussi c'est compliqué. C'est des barrières psychologiques, on sait pourquoi, les retraités votent beaucoup. Les retraités, c'est à la fois l'électorat de Macron et l'électorat de LR, donc il ne faut pas y toucher. Mais ils descendent peu dans la rue, donc c'est une menace. Ils descendent peu dans la rue, mais c'est là qu'il y a de l'argent. Donc effectivement, ça va être un truc. Et on reporte déjà l'indexation des retraites à juillet 2025. Voilà, donc de toute façon, c'est la quadrature du cercle, et je ne pense pas qu'ici, autour de cette table, on aurait très envie d'être dans la situation du Premier ministre aujourd'hui. Oui, tout à fait d'accord. Et pourtant, toutes les instituts sérieux disent que la seule façon de réduire sérieusement les dépenses de l'État, c'est de toucher aux retraites, puisque ça, elles représentent à elles toutes 25% des dépenses totales. Et puis ça, et puis les en particulier aides sociales, les retraites du public. Hein, qui sont... En particulier les retraites du public. On pourrait aussi envisager, il est question naturellement d'agir sur le temps de travail dans la fonction publique. Et vous savez que là encore, c'est un débat au sein de la majorité. Là encore, ça va demander du courage. Et puis, la réduction des dépenses sociales, que maintenant on parle beaucoup, vous savez, de faire une seule prestation globale qui remplacerait toutes les autres. Mais c'est un travail considérable. On sent qu'on va avoir là-dessus une résistance terrible de l'administration.
Il y a eu des pourtant, c'est ça qu'il faudrait faire. Il y a eu des fusions de services qui ont fonctionné, par exemple à la direction des impôts. On a fusionné dans les années, je crois que c'est autour de 2008. Oui, il y a eu des fusions de services qui ont réussi, qui ont permis d'obtenir des économies importantes. Comment se fait-il que l'appareil d'État, sur lequel normalement l'exécutif a le plus d'autorité, ait autant de mal à se réformer et finalement se reporte, essaie d'obtenir des économies sur le reste de la population qui ne dépend pas directement de lui? C'est quand même un petit peu paradoxal. Ça devrait être là que c'est le plus facile d'agir. Philippe Clanchet, on devrait pouvoir agir facilement sur les ministères, sur les collectivités, tout ça, non? Oui. Mais puis, Olivier, je sais pas, je lisais récemment que un ministre, quand il arrive au pouvoir, très très vite, il est pris en charge par son administration, encadré de tous côtés, et qui s'aperçoit qu'il peut rien faire. Là, encore une fois, oui, mais on peut pas continuer comme ça. Non, exactement, on peut pas continuer comme ça. Mais là, encore une fois, il faut un changement total de paradigme, comme on dit maintenant, au sommet de l'État. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau président de la République, un homme qui, dans la foulée, à l'exemple du général de Gaulle, change tout, s'adresse aux Français et leur explique tout ce qu'il faut modifier dans les habitudes prises depuis 40 ans dans le gouvernement de la France. Qui refait tout du sol au plafond. Possible, alors, Philippe Clanchet? Si la situation était celle qu'a connue le général de Gaulle quand il est arrivé, tout est beaucoup plus simple. On était en croissance, on était en développement, il y avait un horizon. On n'est pas dans la crise ni économique ni psychologique que connaît notre société aujourd'hui. C'est ça. Il y a eu des époques récemment sous le gouvernement de cohabitation avec Lionel Jospin où il y avait de l'argent dans les caisses. Donc on a pu augmenter, on a pu faire des trucs comme ça. Mais c'est des toutes petites périodes. Là, depuis si longtemps que les gouvernements travaillent avec des budgets extrêmement contraints, c'est vraiment compliqué. La réforme est une belle idée, mais elle est vraiment très complexe. Il y a un point auquel il faudra que le gouvernement s'attaque, et pour l'instant, j'en entends pas parler, c'est l'augmentation de la pauvreté qu'on a vue ces 10 dernières années, notamment pendant la direction de la présidence d'Emmanuel Macron. Toutes les associations le disent, et là, je n'entends rien là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait pour les plus pauvres qui n'ont pas gagné à toutes les réformes de libéralisation du droit du travail, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont effectivement un emploi, mais n'arrivent pas à vivre, n'arrivent pas à se loger. Ça, c'est un sujet qui est quand même important. Et je pense qu'en tant que média chrétien, on devrait quand même être intéressé à la situation des plus petits. Et ça, c'est un sujet qui passe complètement à l'as. C'est des gens qui ne sont pas concernés par les impôts parce qu'ils ne sont pas en état d'en payer. Ils ne sont pas en état d'assurer leur fin de mois. Est-ce qu'on a une petite place pour penser à ces gens-là au moment où on pense dans nos idées de réforme et de repenser la société? Point d'attention. Olivier Durand-Mille. Je voudrais revenir sur un détail. De Gaulle, en 58, quand il a pris le pouvoir, la situation était au contraire catastrophique. Les finances de l'État, il y avait un déficit catastrophique. Il a imposé des mesures drastiques. Il a bloqué les salaires des fonctionnaires. Il a voulu bloquer... annuler pendant un certain nombre de mois les retraites d'anciens combattants. Il a fini par y renoncer d'ailleurs. Mais il avait pris des mesures d'une importance considérable. Et alors là, en fait, la différence, vous avez raison, il y avait les 30 glorieuses. La différence avec l'époque du général de Gaulle, elle n'est pas là, à mon avis, elle est dans le fait que nous sommes dans l'Union européenne et que notre économie est complètement imbriquée dans celle de l'Union européenne, ce qui évidemment nous gêne beaucoup. Par exemple, le général de Gaulle a fait une dévaluation en 1960. Et bon, on ne peut pas faire de dévaluation. Qu'est-ce que ça changerait, Olivier Durand-Mille, si on pouvait dévaluer? Si on pouvait dévaluer, ça aurait d'abord, ça remettrait notre économie, nos exportations plus compétitives. Plus compétitives. Ça remettrait l'économie immédiatement en meilleur état, mais ça coûterait. Vous savez que quand on évalue, ce sont les épargnants qui perdent. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui perd. Hein. Enfin, ça relancerait l'économie et puis ça permettrait de prendre toutes sortes de mesures économiques, justement. Le paradoxe, dit-on, hein, vous avez parlé des pauvres qui n'arrivent pas à vivre avec un salaire, Philippe Clanchet, mais il y a aussi une caractéristique de l'économie française, c'est le fait que les épargnants, puisque vous en parlez, Olivier Durand-Mille, les épargnants en France sont plutôt bien dotés par rapport à d'autres pays qui empruntent énormément, qui ont un train de vie sur la dette. Ce n'est pas le cas des épargnants français, qui sont plutôt bien pourvus. Et l'État sait qu'ils sont bien pourvus. Il y a beaucoup d'argent, des milliards qui est dans les bas de laine des Français. Allez chercher peut-être. Bien entendu. C'est pas le cas, Philippe, chez vous.
Non. Certains avaient préconisé, certains ont préconisé de faire un grand emprunt. Je ne sais plus qui avait proposé. Balladur, il me semble, avait lancé un emprunt déjà, mais d'autres préconisent, disent qu'il faudrait faire un grand emprunt. Le problème, c'est que les taux sont très faibles actuellement. Et puis, il faudra que l'État le paye, cet emprunt. Il faut susciter beaucoup de confiance aussi pour que les gens puissent souscrire un emprunt. Il faut susciter beaucoup de confiance, bien sûr. Allez, on va prendre peut-être un autre sujet, Pierruc. Qu'est-ce que vous en pensez ? On enchaîne, Louis Dauphren. Allez, on enchaîne. Avec Philippe Clanchet et Olivier Durand-Mille pour évoquer tout de suite Louis Dauphren. Tout de suite la suite ? Tout de suite la suite. Je suis en train de regarder mes feuilles et je constate que je n'ai pas le sujet suivant. Ça, c'est une phrase de radio, tout de suite la suite. Je me suis arrêté à la page 19. On va parler de... Je vous propose de parler du prix Nobel de physique. Non, ça vous va ? L'IA, l'intelligence artificielle qui est récompensée à travers les deux lauréats John Upfield et Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton qui avait quitté Google et qui avait justement alerté, on en parlait tout à l'heure sur notre antenne, sur ce que l'IA pouvait nous prédire comme avenir peut-être très sombre. En tout cas, ils ont été décorés lauréats prix Nobel de physique. Et c'est une façon pour nous aussi de se dire, pour les travaux sur l'intelligence artificielle, sur donc les algorithmes. Philippe Clanchet. Alors, à la base, ce sont des physiciens. Donc, voilà, ce sont des physiciens qui ont travaillé là-dessus. Notamment, effectivement, vous venez de le dire, Geoffrey Hinton, donc, qui est un monsieur qui est né en 47, donc qui est quand même pas tout jeune, qui a été considéré comme le père de l'IA, le parrain de l'IA. Enfin, c'est une personnalité dans ce monde-là. Effectivement, on a l'impression qu'il a travaillé à ces sujets-là pendant des années et qu'en 2023, il a eu une révélation. Il s'est rendu compte, au moment où il quitte Google, que c'est dangereux et que l'IA peut être utilisée pour de mauvaises choses. Moi, ça me paraît étonnant, cette espèce de naïveté qu'il a l'air de découvrir, que c'est un sujet qui est compliqué. Il se préoccupe d'un développement trop rapide. Voilà. Alors, on a l'impression qu'avant 2023, il pensait qu'on en avait pour 30 ans ou 50 ans de laisser se développer ça sans aucun risque. Et puis, du jour au lendemain, il s'est posé cette question-là. Alors, ça nous rappelle d'autres grands scientifiques comme ça qui ont travaillé sur des projets avant de se rendre compte qu'ils étaient extrêmement dangereux. Donc, ceux qui ont vu le film sur Oppenheimer, c'est effectivement cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est un grand scientifique. Il travaille, il sait qu'il va faire une bombe. Il le sait, il s'engage là-dessus parce que c'est un patriote et qui se dit, si c'est pas moi qui fais la bombe, c'est les Allemands. Et donc, il le fait. Et puis après, au moment où la bombe va exploser, il se rend compte qu'elle fait des dégâts et il se pose des questions là. Des cas de conscience. Des cas de conscience. Donc, on peut peut-être essayer de réfléchir. Un scientifique, quand il travaille, est-ce qu'il doit penser aux effets de ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit penser à la morale de ce qu'il fait? Est-ce qu'un physicien qui travaille sur des neurones doit s'interroger sur est-ce qu'un jour son travail va être utilisé par des méchants? Parce que le scientifique, au début, il pense pas en termes de méchants gentils, il pense pas en termes de morale. Mais n'est-ce Donc pas il y a le une travail, vraie réflexion. Philippe, justement, je pose la question à Olivier, n'est-ce pas le travail des politiques de penser, de savoir si c'est méchant, pas méchant, nuisible, pas nuisible, sur l'innocuité de quelque chose, ou est-ce le travail des scientifiques, après tout? Les scientifiques ont-ils des questions de cette nature-là à se poser? Je pense que oui, il me semble que oui, parce que je ne vois pas très bien ce que les politiques peuvent faire contre cette progression vertigineuse de la science dans le domaine de l'intelligence artificielle. Moi, je ne suis franchement pas un spécialiste de ces questions, mais j'ai l'impression qu'on avance à une vitesse phénoménale et que bientôt, la question, ce qui va se poser, c'est de savoir si on ne va pas créer des sortes de robots qui pourront nous tenir tête. Donc, effectivement, c'est une question éminemment morale. Comme on pourra faire un débat ici entre humanoïdes. Oui, exactement. Comme ça, vous pourrez rester chez vous. Et comme ça, il n'y aura plus à payer les emplois des journalistes. Mais oui. Voilà. Alors, le développement de l'IA, on se pose la question en termes de travail, et parce que ça bouleverse le monde de l'emploi. Et dans tous nos métiers, de la presse et de l'édition, on peut se poser la question. Alors, sur les questions de tous les progrès autour du vivant, en Europe, il y a quand même une tradition de comités d'éthique. Notamment en France, on a mis ça pour essayer de dire les scientifiques travaillent, et puis pour que ça passe du travail à la loi et à la société, il y a un barrage chez le comité d'éthique. Alors, est-ce que sur l'IA, on peut essayer? Je sais que l'Europe y réfléchit, le Vatican a un groupe de travail là-dessus, enfin, de partout on réfléchit, est-ce qu'on peut bloquer? Mais est-ce qu'on peut bloquer sur des questions éthiques une question qui est mondiale?
puisqu'évidemment, les chercheurs, ils travaillent partout dans le monde. Là, nos scientifiques qui ont été décorés, il y en a un qui est anglais, qui a travaillé aux États-Unis. Ça ne lui plaisait pas, le gouvernement américain, du coup, il est travaillé au Canada pour être plus libre. C'est mondial. Et on sait qu'au niveau mondial, la question de barrage éthique, c'est pas possible. Donc voilà, c'est compliqué, mais effectivement, il faut réfléchir et peut-être ne pas être naïf sur l'IA. Qu'est-ce que ça donnera dans 10 ans? C'est pas Geoffrey Hinton pense que l'IA un jour prendra le pouvoir. Qui sait si un jour on n'aura pas des cardinaux humanoïdes? Et la boucle est bouclée. Voilà. J'ai tout résumé, Philippe, qui me regarde déconcerté. Et il a raison. Pour nous dire le dogme d'une façon très... Ou un Premier très ministre. Allez, Philippe Clanchet, journaliste, vous collaborez notamment à Réforme et Témoignages chrétiens. Olivier Durand-Mille, ancien journaliste politique au Figaro à l'époque sous la signature d'Olivier Pognon. Merci à tous les deux d'avoir été ce matin sur notre antenne pour le débat du jour. Merci à Louis Dauphren, merci à Pierre-Henri Paget qui réalisait cette matinale.